Monsieur le grand rabbin de Paris, ces quelques mots au nom de notre communauté, de notre président et en mon nom propre pour vous dire notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites ce soir par votre venue à notre rencontre. Quelques mots aussi pour nous présenter à vous. Nous sommes une de ces petites communautés qui, comme beaucoup d'autres, vit en autarcie complète, une communauté vivante, qui a eu pour maître et pour père fondateur le très regretté rabbin Saül Naouri Zichron Tzadik Kadosh Livracha, dont nous poursuivons humblement mais fermement les exigences qu'il espérait nous voir respecter. Prière, études, vie juive intense, amour de Sion, le peuple et la terre. La visite pour la première fois de la première personnalité consistoriale en la personne du grand rabbin de Paris est pour nous un événement important et pour lequel nous voulions vous dire toute notre reconnaissance. En vous accueillant ce soir, ce n'est pas seulement le chef spirituel du consistoire de Paris que nous accueillons, mais le maître en halakha, le maître en moussar, qui est sur cette place qui honore le judaïsme français. Judaïsme français dont il est la référence. Référence qui va bien au-delà des frontières européennes. Nous accueillons en vous, Monsieur le Grand Rabbin, le directeur de conscience et l'exemple le plus accompli du rabbin ayant autorité à exprimer le point de vue souverain du judaïsme sur tous les aspects de la vie moderne et ayant aussi autorité à répondre aux interrogations de notre temps, vous qui n'oubliez jamais de répéter que le vocable halakha connote toujours et avant toute chose avancée et progrès éternel. Nous saluons aussi en vous, Monsieur le Grand Rabbin, l'immense générosité de votre contribution des années durant à votre activité de la rue Vauquelin, où, en magistrale continuité de l'œuvre de votre père Zichrono Livracha, vous assurez et assumez la part essentielle et fondamentale de toute formation rabbinique, celle qui passe par l'enseignement du Talmud, de la halakha et du ministère de la fonction rabbinique dans sa quotidienneté. Contribution qui permettra et qui permet de renforcer pour de longues années les structures religieuses de la maison consistoriale en dotant les grandes communautés urbaines et les grands lieux de culte et d'études juives de leurs chefs spirituels. Nous nous reconnaissons en vous, Monsieur le Grand Rabbin, dans le courage de vos convictions issues de la connaissance profonde et authentique de la halakha et des études talmudiques que vous ont transmis ces grands des yeshivot de Be'er Yaakov et de Brisk, dont vous avez eu le mérite de devenir l'éminent disciple. Vous êtes le grand défenseur de ce judaïsme dont vous présentez toujours, je vous cite, la vision très positive du progrès. À votre retour en France pour enseigner le Talmud aux élèves de l'école rabbinique, vous entreprenez des études universitaires en spécialisant vos recherches sur la bioéthique. Votre maîtrise de cette nouvelle science, associée à votre expertise sur le plan de la halakha, vous devront d'être appelés à siéger au Conseil consultatif national d'éthique et à participer au débat en 2005 sur la loi de bioéthique dite
loi Leonetti. Pédagogue émérite, vous démontrez dans la clarté et avec la conviction la plus exigeante que, je vous cite, la technique ne contrecarre pas le plan divin, que la maîtrise de la procréation par l'homme ne va pas à l'encontre de la foi. Mais, ajoutez-vous, je vous cite encore, il faut verrouiller les risques de dérive. Et c'est comme cela, chaque avancée des choses, que vous rappelez cette exigence d'avoir à verrouiller les risques des dérives. Monsieur le grand rabbin de Paris, nous avons la grande chance dans notre communauté d'avoir pour président un de vos élèves les plus studieux, les plus doués, et qui reconnaît en vous, très respectueusement, son maître. C'est à lui, le docteur Bétache, que nous devons le privilège de vous entendre ce soir. Chaim Bétache a une passion pour la halakha, qu'il tient certainement de vous-même, son maître, monsieur le grand rabbin, et qu'il s'applique à partager chaque Shabbat au sein de la communauté, avec cette rigueur et cette pédagogie qu'il tient aussi de vous. À travers lui, vous êtes souvent présent dans notre communauté. Dans nos études de Gemara, nous le bousculons de temps en temps, et bien souvent, pour l'amener à tempérer ses exigences de clarté et d'explicitation du texte rabbinique. Hier encore, tout à fait par hasard, à peu près à cette heure-ci, le ciel nous aidait en cela, en nous faisant rencontrer dans notre étude du Shabbat l'invitation de Rav Dimi s'adressant à Abaye et lui disant « Maïtama lo shechechat be'agadta » Mais Abaye reste Abaye et Chaim, Chaim. Il y a quelques années déjà, encouragé par la présence enrichissante de nombreux médecins, hommes et femmes dans notre communauté, Chaim m'avait fait part de son désir d'aborder les problèmes de halakha associés à la bioéthique. J'ai aussitôt mis à sa disposition des textes d'études choisis dans ce sens dans la collection des Troumines, ainsi que ceux des décisions halakhiques des responsables de Rabbi Moshe Feinstein, qui lui servirent de support à ses cours avant qu'il ne trouve lui-même, aidé peut-être par son fils, médecin de Tzahal, les documents que, semaine après semaine, il continue à proposer à l'étude d'un cercle d'initiés et de scientifiques qui ne cesse de grossir, Baruch Hashem. J'attendais ce soir votre présence, monsieur le grand rabbin, pour rendre hommage à Chaim, pour la richesse et l'opportunité aujourd'hui, de ses enseignements, hommage de profond respect et de grande affection. Puis, il y eut, toujours sur son initiative, cette soirée mémorable de notre rencontre avec le professeur Munich. Un véritable enchantement, né de la sagesse unifiée de l'homme juif et de l'homme de science, qui vous permet de soulever un peu le voile sur les secrets les plus profonds qui entourent l'émergence de la vie, telle que voulue par le Créateur Baruch Hu. Après l'homme de science, et pour mieux la comprendre, nous voulions entendre la voix de l'homme de religion, la voix de nos maîtres, la voix de Jacob, cette voix dont tout dernièrement le professeur Munich avait retenu pour nous les derniers échos. De qui d'autre que vous pouvait-il s'agir pour combler nos attentes? C'est cette voix que nous sommes venus entendre ce soir, de vous, monsieur le grand rabbin. Cette voix-là, cette voix qui représente, qui répercute
l'invitation divine à marcher dans ses voies à lui, qui Kivyachol. Au nom de nous tous ici, je vous prie de croire, Monsieur le Grand Rabbin, en notre filiale et fidèle considération et en notre infini respect. Merci. Monsieur le Rabbin Sultan, Monsieur le Président Bétage, Monsieur le Rabbin Moyel, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne m'attendais pas à entendre une introduction aussi d'un niveau aussi élevé et trop élogieux à mon égard. Et je vous en remercie infiniment pour tout le mal que vous êtes donné de préparer cette introduction. Et donc, je tenais à vous dire, moi aussi, le plaisir qui est le mien de vous rencontrer aujourd'hui. Et si ça n'avait pas été Monsieur Bétage, mais ça avait été vous, je serais venu de la même façon, comme vous le savez. Les liens qui m'unissent à la communauté Rachi sont très anciens, puisque auparavant, la communauté Rachi se trouvait à proximité de la rue Vauquelin, et que le Rav Shaul Naori Zichrono Livracha était quelqu'un de très proche également, et que nous avons donc suivi depuis le début, depuis les origines, l'évolution de cette belle communauté. Et j'ai effectivement le plaisir d'avoir des dignes représentants de cette communauté chaque dimanche au cours de Talmud depuis de nombreuses années, avant même que ce soit à la Victoire, c'était rue Vauquelin. Donc tout ça pour dire que vraiment, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, et en plus de m'avoir invité sur un sujet effectivement qui m'est cher, et pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, les sciences de la vie et de la santé. Alors, lorsque M. Bétage m'a posé la question de savoir quel sujet de bioéthique j'allais choisir, étant donné que le sujet est extrêmement vaste, comme vous le savez, j'ai pensé d'avoir Beito Matov, selon le principe de nos maîtres, toujours parler de ce qui est à l'ordre du jour. Et comme à l'ordre du jour aujourd'hui, il y a de nouveau la révision de la loi de bioéthique, puisque la loi veut que un certain nombre d'années, on remette de nouveau sur le tapis les problèmes qui avaient déjà été évoqués, et chaque fois on pousse un peu plus dans le sens de l'ouverture d'ailleurs, et ce qui avait été interdit devient permis quelques années plus tard. Et donc là, on a vu ensemble que l'Express venait de sortir un numéro qui était consacré en 80% sur la procréation médicalement assistée, appelé aussi, au lieu de PMA, maintenant on dit aussi AMP, alors c'est l'assistance médicale à la procréation. Et donc j'ai pensé traiter de ce sujet aujourd'hui à titre d'exemple et d'échantillon de ce que le judaïsme peut avoir à dire sur des sujets qui sont ultra-modernes. Alors la première question, avant même d'aborder le sujet, c'est la question de la méthodologie et de se poser la question comment se fait-il que les rabbinim arrivent à trouver dans les textes des réponses à des questions qui n'existaient pas à l'époque du Talmud et qui sont d'une modernité invraisemblable. Et que, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres systèmes de pensée, c'est pas une personne qui se met à réfléchir et qui se dit « Bon, je pense qu'on va dire ça ou ça », comme c'est le cas pour l'éthique universelle, mais que toutes les prises de position sont fondées sur les textes. Alors, pour répondre à cela, notre sujet est merveilleux. Parce que, commençons à parler de la procréation médicalement assistée. De quand date cette notion d'assistance à la procréation ? Ça date du XXe siècle. Au début des années 1900, on a commencé à découvrir la possibilité de faire ce qu'on appelait à l'époque des inséminations artificielles. C'est-à-dire de prélever du sperme et de l'inséminer directement dans le corps de la femme. On appelle ça insémination. Aujourd'hui, on dit insémination in vivo, c'est-à-dire dans le vif, dans le corps de la personne, puisque plus tard, la science ayant s'étant développée, on a su faire aussi des inséminations in vitro, c'est-à-dire en éprouvette, où dans ce cas-là, on fait, dans une éprouvette, rencontrer l'ovocyte avec des spermatozoïdes pour fabriquer un embryon qui ultérieurement sera transplanté. Et ensuite se pose la question de savoir quel ovule on prend, quel sperme on prend, où est-ce qu'on le transplante. Après, finalement, si on réfléchit au niveau de la technique, la technique au niveau de la procréation, c'est l'insémination ou bien la cultivation, la culture, la rencontre d'un ovocyte avec du sperme en éprouvette, fabrication d'un embryon
qu'ensuite on transférera et qu'on transplantera dans le corps d'une personne. Donc jusqu'en 1900, personne n'avait jamais rêvé d'une possibilité de procéder à une insémination qui ne soit pas naturelle. Insémination naturelle, ça on a toujours su faire, mais insémination artificielle, on n'a jamais pensé à cela. Vous ne trouverez dans aucune littérature, même relativement récente jusque-là, qui parle de cela, à plus forte raison dans l'Antiquité, que ce soit dans la littérature de médecine grecque ou romaine, vous ne trouverez jamais la moindre allusion à une possibilité de faire une insémination artificielle, de procéder à quelque chose qui ressemblerait à une insémination artificielle. Eh bien, dans le Talmud, ça existe. Le Talmud a coutume, je vais vous en dire je vais vous donner la référence dans quelques instants, mais d'une manière plus générale, je suis toujours sur la méthodologie. Quand on étudie le Talmud, on est frappé souvent que le Talmud se pose des questions sur des cas limites qui ont une chance sur 1 million de se produire. Et on va se demander, mais quel intérêt? Et en vérité, c'est grâce à l'étude de ces cas limites qu'on peut se permettre, qu'on découvre à l'occasion de ces études des principes, et tout d'un coup, des cas qui pendant des années, des centaines d'années étaient des cas limites, deviennent tout d'un coup d'une extraordinaire modernité. Et ils ont été traités. Voilà donc la manière, voilà ce qui fait, c'est le génie du Talmud qui fait qu'on arrive à trouver dans le Talmud des principes qui vont répondre à des questions d'une très grande modernité. Et donc l'illustration, c'est justement celle-là. Dans le Talmud, dans le traité Chagiga, on se réfère à la loi qu'on a étudiée dans la Torah il y a une semaine, Parashat Bahar cette semaine, Parashat Emor la semaine dernière, en Chutz Laaretz. Parce qu'en Israël, ils ont une semaine d'avance. Eh bien, nous avons vu dans le Parashat Emor que le Kohen Gadol a une obligation supérieure, plus sévère que les obligations qui pèsent sur un Kohen idiote, un simple Kohen. Donc le grand prêtre, il y a concernant le mariage, a une contrainte que n'ont pas les autres Kohanim, Vehu Isha Bivtulea Yikar. Il ne peut épouser qu'une jeune femme vierge. Et le Talmud pose la question, dans Chagiga, page 15a, qu'est-ce qui se passe si une personne est enceinte et soutient qu'elle est toujours vierge? Est-ce qu'on peut la croire et donc l'autoriser à épouser un Kohen Gadol? Ou bien, c'est pas possible. L'Immaculée Conception, on ne connaît pas. Et donc si elle est enceinte, c'est qu'elle n'est plus vierge. Et alors d'abord le Talmud envisage de dire que ça existe. Effectivement, Shmuel disait que c'est possible d'inséminer naturellement une femme sans avoir à déflorer et à casser les limens. Mais la Gemara dit non, mais ça c'est trop rare, on peut pas penser que c'est ça qui est arrivé. Par contre, ce qui a pu arriver, c'est que cette jeune femme soit tombée enceinte tout simplement en se baignant, en prenant un bain dans une piscine dans laquelle un homme aurait émis du sperme. Ce sperme, émis donc par un homme, se serait retrouvé à l'intérieur de l'utérus de cette jeune femme, et c'est comme ça qu'elle serait tombée enceinte, tout en restant effectivement totalement vierge. Eh bien, si vous réfléchissez bien, c'est tout le principe. Quand on lit ce texte, on se dit, mais c'est n'importe quoi, comment ça peut arriver une chose pareille? On n'a jamais entendu une chose pareille. Mais quand vous réfléchissez bien, donc c'est un cas ultra limite peut-être, mais en tout cas, c'est tout le principe de l'insémination artificielle qui est admis là, qui est posé là. Comme quoi, il est tout à fait possible qu'une femme tombe enceinte alors qu'elle a été inséminée, non pas naturellement et directement lors d'un coït avec un homme, mais de manière ultérieure, qui bien après l'émission du sperme. Ce sperme peut, bien après avoir été émis chez le donneur, se retrouver chez la femme receveuse. Et donc voilà un exemple, et c'est un sujet de fierté,
Et très souvent, nous donnons cet exemple-là, même lorsqu'on ne traite pas du tout de ces problèmes de fécondation, mais quand on veut parler du judaïsme en matière d'éthique et de bioéthique, on donne toujours on donne très souvent, mon père Zichrono Livracha, qui était aussi féru de ces questions, donnait toujours cet exemple, et avec une très grande fierté qui m'a toujours marqué. Donc je voulais commencer par cela. Il y a une autre tradition, alors moins fondamentale, moins connue que celle du Talmud, mais qui est intéressante quand même. Vous savez que dans le Talmud, on parle d'un auteur qui s'appelle Ben Sira. Ben Sira, qui a écrit un livre d'aphorismes, de sagesse, que d'ailleurs les chrétiens, donc chez nous c'est un livre apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le canon biblique, mais que les catholiques ont eux, canonisé, et qu'ils appellent soit l'ecclésiastique, soit le siracide. Pourquoi? Parce que nous on l'appelle Ben Sira, et eux ils l'appellent Ben Sirac, pas Sirat, Sirac. Et donc ça donne siracide. Id, ça veut dire fils, comme Noachid ou parricide. Et donc, voilà. Il y a une tradition qui est rapportée dans un commentaire du Shulchan Aruch sur Even HaEzer, le Chelkat Mochokek, qui rapporte un auteur du Moyen-Âge, un auteur allemand, le Maharil, Rabbi Yitzhak Molin, qui dit que Ben Sira est né du fait que son père, Jérémie, était fils du prophète Jérémie, qui aurait laissé du sperme dans une baignoire, dans laquelle se serait ensuite baignée sa propre fille. Et donc Ben Sira aurait pour mère la fille de Jérémie, et pour père Jérémie lui-même. Ce qui ne le rend pas mamzer, parce que comme il n'y a pas eu de relation incestueuse entre le père et sa fille, mais ça s'est passé par une insémination artificielle, donc c'est pour cela que il n'était pas mamzer pour autant. Mais en tout cas, nous retrouvons dans cette tradition donc la même idée que celle que nous avons vue dans la Gemara de Chagiga, mais cette fois-ci incarné et présenté comme un fait tout à fait avéré. Voilà pour le principe de l'insémination artificielle. Alors qu'en est-il? Alors commençons à aborder la question halachique de ces fécondations in vivo ou in vitro ou des dons d'ovules. On va traiter en fait l'ensemble des problématiques parce qu'ils obéissent aux mêmes règles. Au XIIIe siècle, un rabbin français, Rabbeinu Peretz de Corbeil, émet l'avis que une femme mariée devrait éviter de se servir d'un drap, de dormir dans un lit sur lequel on aurait mis le drap, ou aurait couché précédemment une autre personne, un autre homme que son mari. Pour quelle raison? Parce que selon lui, elle risquerait à nouveau d'être fécondée par du sperme qu'aurait laissé échapper cet invité nocturne, et que et alors en quoi ça ferait un problème, puisqu'il n'y aurait pas de mamzerout ici, puisqu'encore une fois il n'y a pas eu de relation, mais le problème serait que l'enfant qui serait issu, tout le monde penserait que son père c'est le mari de cette femme, alors qu'en fait le vrai père serait celui qui avait dormi une fois par hasard dans ses draps, et que ça pourrait engendrer plus tard une union incestueuse. Pourquoi? Parce que cet enfant, disons que cet enfant qui va naître est un garçon, et qu'il va vouloir se marier avec une jeune fille, et que par hasard cette jeune fille a pour père la personne qui est dormie dans ses draps. Eh bien vous allez vous retrouver dans une situation où un frère va vouloir épouser sa sœur. Voilà ce qu'a dit Rabbeinu Peretz au XIIIe siècle en France. Et cela est rapporté, par exemple, dans Even HaEzer, chapitre 1, paragraphe 8, dans le Touré Zahav, un des commentaires du Shulchan Aruch.
Cette opinion, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle implique qu'il y a filiation même en dehors d'une relation sexuelle. On aurait pu penser qu'à partir du moment où le sperme ne pénètre pas à l'intérieur du corps de la femme dans le cadre d'une relation sexuelle, mais par une insémination artificielle, ça casse le lien avec le donneur et il n'y a plus de filiation. Là, visiblement, puisqu'il dit qu'il y aurait un problème d'inceste, c'est qu'il y aurait filiation et que la fille serait bien la fille de son père. De la même façon, et que la fille serait la fille de son père, mais surtout que le fils, dans mon exemple, serait bien le fils de son père, alors qu'il n'y a pas eu, avec la maman, de relation sexuelle. Cette opinion, elle a été entérinée par la majorité des décisionnaires. Et c'est sur cette base-là que la plupart des décisionnaires se sont opposés à des inséminations, que ce soit in vivo ou in vitro, ça ne change rien au problème, à partir du moment où c'est pratiqué, comme c'est pratiqué en France, avec donneur anonyme. En France, l'insémination avec donneur, on appelle ça IAD. On aime bien toujours faire des rachets et votes. PMA, IAD. Donc, elle est pratiquée en France, elle est autorisée complètement en France, mais à condition que le donneur soit anonyme. Alors, on va retomber dans le risque dont nous avons parlé, qu'à partir du moment où le donneur est anonyme, donc l'enfant qui va naître ne saura pas qui est son père. Pour fonder cette... Alors, j'ai cité Rabbeinu Pérez, je cite maintenant des auteurs modernes, mais sur quoi se fonde-t-il pour dire qu'on craint ce genre de choses? C'est un texte talmudique. Un texte talmudique très connu et très pratiqué dans la vie courante. Dans la vie courante, dans la halakha, on applique ce qu'on appelle le délai de viduité. C'est-à-dire que si une femme, est veuve ou divorcée, la halakha, la loi juive, stipule que cette veuve ou cette femme divorcée, pour se remarier, doit attendre un délai de 3 mois, 92 jours exactement, qu'on appelle délai de viduité. Viduité, ça veut dire de quelqu'un qui est veuf. Quelle est la raison pour laquelle le Talmud, c'est dans un texte dans Yevamot, page 41a, impose ce délai? La Gemara donne 2 raisons. Et ces 2 raisons-là vont fonder les défenses, l'opposition des décisionnaires à des pratiques de don de sperme avec donneur anonyme. Alors, le Talmud, donc page 42a, rapporte d'abord un pasouk, un verset, qui dit que... Alors, d'abord, elle explique que le problème... C'est quoi le problème? J'ai oublié de dire ça. Le problème, c'est quoi? C'est que l'enfant, là, ne saura pas qui est son... risque de ne pas savoir qui est son père. Disons qu'on ne demande pas un délai de viduité. Donc, imaginons un cas où une femme divorce un jour donné, il n'attend que 2 mois pour se remarier. 7 mois plus tard, elle accouche d'un enfant. Ils ont un garçon. Elle va penser naturellement que cet enfant est de son second mari. Ah, il n'y a eu que 7 mois, mais d'après notre tradition, une femme peut parfaitement accoucher au bout de 7 mois, ça ne pose aucun problème. 8 mois, c'est plus difficile. Les 7 mois, c'est possible. On peut accoucher soit en 7 mois, soit en 9 mois, d'après ce que dit la Gemara. Donc elle va dire, c'est mon nouveau mari, c'est le père, mais en vérité, peut-être pas. Peut-être qu'elle était, sans le savoir, elle était déjà enceinte de son premier mari. Et donc, l'enfant va croire qu'il est fils qu'il est fils du second mari, alors qu'en réalité, il était fils du premier mari. Alors, en quoi ça fait problème? C'est là que la Gemara va donner 2 raisons. D'abord, elle apporte un verset. Alors, et pourquoi si on attend 3 mois, le problème est résolu? J'ai oublié de dire ça. Parce qu'on considère qu'à partir de 3 mois, si une femme est enceinte, on s'en aperçoit.
le fait de, sur le plan physique, le bébé a grossi suffisamment pour que si quelqu'un qui verrait la femme déshabillée, il verrait tout de suite qu'elle est enceinte. Et donc là, il y aurait pas de risque. Elle saurait tout de suite. Au bout de 3 mois, elle saura tout de suite si elle est enceinte ou pas. Mais 2 mois, non. Et alors, où est le problème? C'est là que la Gemara nous donne 2 raisons très intéressantes. La première raison, c'est un verset à propos d'Avraham Avinu. Lorsque la Torah dit, dans Bereshit, que Dieu dit à Abraham, Liot lecha l'Elokim, que Dieu dit, je serai pour toi un Dieu, Ulzaracha acharecha. Littéralement, on comprend, ainsi qu'à ta descendance après toi. Mais le mot acharecha, il est superflu. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Ma postérité est obligatoirement après moi. Donc, s'il y a ta postérité, ta postérité est postérieure, ta postérité est postérieure, évidemment. Donc, le mot est en trop. Et quand il y a un mot en trop, c'est qu'il y a un message que la Torah veut nous donner. Et le message, il est là. C'est que ta postérité ne bénéficiera de l'alliance que Dieu a faite avec toi, Abraham, que si acharecha, que si cette postérité arrive à savoir qu'elle est en filiation avec toi. Mais si elle l'ignore, il n'y aura plus l'alliance divine. Et Rashi explique ainsi, Rashi dit, la présence divine ne repose que sur ceux qui sont certains de leur généalogie. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un thème moderne, comme quoi les gens ont besoin de savoir. Quand les enfants adoptés qui ne savent pas qui est leur géniteur sont en véritable souffrance. Ils font des recherches extraordinaires pour retrouver quel est leur géniteur d'origine, au-delà des parents qui ne sont qu'adoptifs. Mais là, on voit que cette notion-là, ça répond non seulement à un besoin physique, mais en fait, c'est un besoin spirituel. Qu'Akadosh Baruch Hu ne se rend pas présent à quelqu'un qui ignore sa filiation. Et donc, si dans le cas du délit, si on ne respecte pas le délit d'ubiquité, on va créer des enfants qui ignorent leur véritable filiation, et donc ils vont perdre le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier. Donc, c'est une raison qui nous paraît un peu mystique, on va dire. Mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et ensuite, le Talmud nous donne une deuxième raison qui est beaucoup plus concrète cette fois-ci. Et elle dit, et à part ça, il y a le risque que, ignorant donc le fils, croyant qu'il est issu du second mariage, alors qu'en réalité il a été issu du premier, eh bien, dans ce cas-là, il peut vouloir épouser une fille qui était elle-même issue du premier, et pas avec une autre mère, pas avec sa mère, avec elle que le père avait pu avoir un enfant d'une autre femme. Donc il se dit, j'ai absolument aucun rapport avec elle, et en vérité, c'est sa demi-sœur. Et c'est à cause de cela qu'on a prescrit donc de régler, d'obliger à tenir ce délai de 3 mois pour être sûr qu'on ne risque pas de tomber dans ce problème. Donc, si on synthétise ce passage, on se rend compte que les Chachamim ont interdit de mettre au monde des enfants dont la filiation n'est pas clairement établie pour 2 raisons. Une, c'est pour le bien même de ces enfants, puisque ces enfants qui risquent de ne pas voir reposer sur eux la présence divine, comme on a dit, et aussi pour éviter les risques d'inceste. Et là, si c'est pour éviter les risques d'inceste, c'est pas seulement pour protéger la personne elle-même, mais c'est pour protéger la société. Donc il y a une raison qui est pour l'enfant lui-même, et il y a une raison de protection pour la société. Revenons à notre question de la PMA. Ces 2 types d'arguments s'appliquent de manière évidente au cas d'insémination, in vivo et in vitro, lorsqu'on ignore qui est le véritable donneur de sperme. Parce qu'on peut parfaitement, et même si la mère, prenons le cas d'abord le plus simple, où la mère est célibataire. Aujourd'hui, nous avons souvent des cas de demande où des femmes célibataires demandent à être inséminées. Par exemple, une femme qui voit qu'elle arrive à un certain âge, elle se dit bientôt je vais être ménopausée, je ne pourrai plus avoir d'enfants, donc elle demande à être inséminée. Donc il n'y a pas de problème ici de mariage, il y a juste le problème de l'insémination en tant que tel. Eh bien, là le risque,
le risque que l'enfant de cette personne risque d'épouser sans le savoir un frère ou une sœur se pose de façon évidente. D'autant qu'en France, par exemple, les donneurs de sperme, leur sperme est utilisé pour 4 assimilations de 4 femmes différentes en général. Donc automatiquement, il y a 4 enfants qui auront le même père sans le savoir. Il y a très longtemps déjà, on a rapporté un fait à Denver, dans le Colorado. Je pense que c'est à ça que vous avez fait allusion. Et moi, l'histoire, on ne me l'avait pas exactement racontée comme ça. Peut-être vous avez plus d'informations que moi. Moi, je pensais que c'était... Donc l'histoire est comme ça. Il y a un monsieur, un juif, qui veut épouser une jeune fille beaucoup plus jeune que lui. Et ils étaient fiancés, ils étaient pratiquement au moment de se marier. Et il a posé quelques questions tout d'un coup à sa fiancée. Et sa fiancée lui a confié qu'elle était née par insémination artificielle avec donneur. Il a vérifié les dates. Et en vérifiant les dates, il s'est rendu compte qu'il était lui le donneur. Et que donc, si on ne s'en était pas rendu compte, alors est-ce que c'est le rabbin ou est-ce que c'est la personne elle-même, ça je suis plus sûr. Mais en tout cas, ça a été rapporté dans un grand congrès rabbinique, donc du rabbin de Denver, dans le Colorado, qui a dit que à peu de choses près, un père se serait marié avec sa fille. Donc on rapporte cet exemple-là parce que c'est un cas d'école. C'est pas de la théorie, c'est une véritable, c'est une réalité. Voilà le premier point. Donc le premier point, c'est les enfants de la confusion. On ne peut pas. Le judaïsme s'oppose à ce que l'on crée des enfants de la confusion. Alors vous direz, bon, mais on pourrait trouver des solutions en prenant des donneurs qui soient cette fois-ci pas anonymes. En France, ça n'est pas possible. Mais on pourrait l'envisager dans d'autres systèmes. Mais dans la pratique, il y a une autre problématique qui se pose. C'est que la plupart des assimilations avec donneurs, pas toutes, pas dans le cas de femmes lesbiennes, mais la plupart, dans les cas classiques, disons, où on a fait appel aux médecins, c'est en général pour répondre à des problèmes de stérilité. Et on a ici un couple qui souffre. Dans le judaïsme, avoir un enfant, c'est une bénédiction. Ne pas en avoir, c'est vraiment une véritable souffrance. Et c'est sûr qu'il est légitime de faire appel aux médecins pour trouver des solutions. Alors, il est bien clair que si la solution, c'est... Parfois, il faut passer par une insémination artificielle, mais du père lui-même, du mari. Là, on en parlera tout à l'heure. C'est un peu compliqué, mais on trouve la solution, c'est autorisé. C'est une insémination qui n'est pas avec donneur. C'est une insémination homologue entre le mari et la femme. Donc même si c'est pas évident, du point de vue halachique que ça puisse être autorisé, mais là les décisionnaires ont fait tous les efforts pour trouver la solution, pour montrer que c'était faisable avec un certain nombre de précautions à prendre. Par contre, dans le cas, il y a des cas où les médecins disent ah ben c'est pas possible. Soit parce que, disons, il y a azoospermie, le mari n'a pas le moins de spermatozoïdes. Encore quand il en a quelques-uns, on peut arriver à l'extraire et ensuite à féconder l'ovocyte dans une éprouvette et ensuite à le retransplanter dans l'utérus de la maman. Donc là, c'est encore une fois homologue. Mais par contre, des fois, on dit non. Il faut faire appel à une insémination avec donneur. Donc là, ça devient un autre problème. Parce que là, il y a 3 partenaires. C'est-à-dire, il y a le mari, il y a l'épouse, qui en principe doivent rester dans une seule cellule, et on fait intervenir le sperme d'un tiers. Donc ça évoque un peu la notion d'adultère. Est-ce qu'il n'y a pas ici une problématique d'adultère ? Alors il y a des décisionnaires qui sont allés jusque-là, qui sont allés jusqu'à dire quand c'est arrivé, il y a adultère et le couple doit divorcer. Ça n'a pas été retenu par la plupart des décisionnaires, je vous rassure. Mais par contre, la plupart des décisionnaires disent que c'est interdit de le faire. C'est interdit de le faire parce que ça n'est pas dans l'esprit. Alors il n'y a pas vraiment ici, on ne va pas parler d'adultère. Parce que l'adultère n'existe qu'à travers une relation sexuelle.
Et là, encore une fois, on n'est pas dans une insémination naturelle, mais une insémination artificielle. Donc on a quand même gagné ça. Mais non, néanmoins, il y a une analogie avec l'adultère qui est suffisante pour, on va dire, formuler les choses ainsi. Ça porte atteinte à la pureté de la vie conjugale et à l'institution de la famille. Et donc, ce n'est pas souhaité par la plupart de nos décisionnaires. Et pour conforter cette idée et pour que vous l'illustrez, il y a un grand auteur espagnol du Moyen-Âge qui a écrit un livre sur les mitzvot, qui s'appelle le Sefer HaChinuch, qui est attribué à Rabbi Aaron Halevi, et qui, dans la spécificité, est non seulement de faire la nomenclature des mitzvot, mais d'expliquer la signification des mitzvot. C'est très rare à l'époque qu'on essaie de donner mitzvah par mitzvah la signification. Quand il parle de l'adultère, il donne cette explication-là. Il dit ainsi, l'un des fondements de ce commandement est que le monde doit être peuplé conformément à la volonté de Dieu. Or, Dieu, béni soit-il, veut que chacun dans le monde de Dieu, donc dans ce monde, produise ses fruits selon sa propre espèce. Là, il fait allusion à la défense des mélanges. On n'a pas le droit de mélanger les espèces. Et sans que se mélange une espèce à l'autre. De même, Dieu exige, que la descendance humaine, que de la descendance humaine soit connue la paternité et qu'il n'y ait pas de mélange. Donc, il est en train d'expliquer la défense de l'adultère. La défense de l'adultère, c'est parce qu'il y a quelque part mélange, confusion, et qu'on ne sait plus qui est le père, et que donc c'est pour ça que la Torah l'a interdit. Donc on voit bien que c'est dans l'esprit, sinon dans la lettre, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Voilà, jusqu'à présent j'ai parlé des dons de sperme. Maintenant, si on parle des dons d'ovules, ça revient à la même chose. C'est la même problématique, puisque encore une fois, il n'y a pas que l'époux et l'épouse. Il y a une autre femme, c'est-à-dire il y a deux cas de figure. Soit l'épouse, elle a des ovocytes qui peuvent être fécondés, mais elle n'est pas capable de les porter. Donc on va faire appel à une mère porteuse. Ou alors, il y a l'inverse, c'est qu'elle, elle peut porter, mais elle n'a pas d'ovocytes. Et donc on va prendre l'ovocyte de quelqu'un d'autre, et là on va faire dans une éprouvette, et ensuite on va faire le transfert d'embryon chez l'épouse. Dans tous les cas, il y a ici donc deux participantes à la maternité de cet enfant. Alors sur le plan juridique, c'est passionnant. Et ça, là, tous les rabbins se sont lancés là-dessus à cœur joie, en disant, dans un cas comme celui-là, vous avez un enfant dont l'ovocyte a été donné par une femme et qui a été porté, la gestation a été faite par une autre femme. Qui est la mère d'après la loi juive? C'est passionnant. Alors on apporte des preuves dans un sens, on apporte des preuves dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça change? Bon, d'abord ça change. Alors ça change par rapport, justement, par rapport à épouser quelqu'un qui serait de la famille de l'une des deux. Si c'est la mère, on ne peut pas. Si c'est pas la mère, on pourrait. Mais puis il y a aussi autre chose, c'est que si l'un des deux est non juif, par exemple, et qu'on dit que c'est la mère, et que la judaïté, comme vous le savez, elle est transmise par la mère et pas par le père, alors il faudra faire une conversion. Donc il y a plein d'applications. Donc il y a deux questions. Alors est-ce qu'on peut pratiquer cela? Et puis, quel sera le statut? Donc là encore, la plupart des décisionnaires, la plupart des décisionnaires, on peut toujours trouver un ou deux qui ne sont pas de cet avis, mais l'avis majoritaire des décisionnaires est qu'on ne doit, de la même façon qu'on ne doit pas procéder à une insémination avec donneur, c'est-à-dire avec le sperme de quelqu'un d'autre, de la même façon, on ne peut pas recourir à des dons d'ovocytes. Et on ne doit pas procéder à ces différentes techniques-là. Maintenant, la question, souvent, les gens ne nous posent pas la question. On est mis devant le fait accompli. Et là, on ne fait pas l'économie de la question de savoir, oui, mais quel est le statut de l'enfant s'il est né comme cela? C'est-à-dire, il y a deux aspects. On consulte le rabbin, le couple est respectueux des mitzvot, observant, et il va voir le rabbin et dit, ce que vous me direz, on fera. Alors là, le rabbin va dire, écoutez, dans ces cas-là, c'est pas la bonne solution. Les solutions qu'on vous a proposées, c'est pas les solutions qui sont souhaitées par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a l'autre question qui est, on arrive au moment
on a deux jeunes gens qui viennent se marier, il y a le rabbin qui fait l'enquête prénuptiale, et tout d'un coup, il se rend compte que l'un des deux a été issu de ces techniques-là. Et là, se pose la question de savoir si elle est juive ou pas juive, s'il est juif ou pas juif, etc. Alors, dans ces cas-là, que fait-on? Là aussi, je vous cite un des décisionnaires les plus considérés, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui était extrêmement féru de ces questions et considéré par tout le monde comme une très très grande sommité. Et ce qu'il dit ici en la matière est convaincant. C'est qu'on trouvera des preuves dans les deux sens. Il est impossible de trancher dans ce débat. Et donc, dans ce cas-là, on adoptera l'attitude du doute juridique, tout simplement. Enfin, c'est simplement, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'on prendra toujours la solution, le principe de précaution, qui fera que si l'un des deux, et par exemple l'une des deux mères n'est pas juive, peu importe laquelle, on demandera une conversion dans le doute. Et c'est parce qu'on ne s'en sortira pas autrement, et c'est dans tout... Donc, comme ça, si on fait ça, on est sûr de résoudre le problème et de ne pas se tromper. Alors voilà donc, en résumé, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, là où nous encourageons les techniques de procréation médicalement assistée, c'est dans le cadre du mariage, c'est-à-dire avec l'époux et l'épouse, que des fois on est obligé de recourir à l'insémination artificielle, des fois on est obligé de recourir à la transplantation d'embryons, mais qui ont été faits dans le cadre du couple. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Il y a un cas, par exemple, aussi, où là, le judaïsme, et ça c'était à l'époque où j'étais au CCNE, où je me suis retrouvé dans une situation agréable, où j'étais plus libéral que beaucoup d'autres. Mon voisin de gauche, c'était Axel Kahn. Lui, il n'était pas d'accord, il était pour interdire, et moi, je permettais. Et de quoi il s'agissait? Il s'agissait du DPI. Diagnostic préimplantatoire. Voilà, diagnostic préimplantatoire. Lorsque vous avez parfois... et là, on rejoint... Là, on va parler un petit peu de la conférence des professeurs Munich. C'est que là, parfois, il y a des couples qui ont ensemble les mêmes malformations génétiques et qui font qu'ils ont une chance sur 4 de donner naissance à des enfants qui peuvent être porteurs de maladies qu'on ne sait pas traiter, comme par exemple la muscoviscidose ou bien Tay-Sachs. Pour la maladie Tay-Sachs, c'est une maladie ashkénaze terrible qui a pratiquement été éradiquée grâce à ce système, justement. Enfin, pas à ce système, grâce à Dorothy Yesharim, c'est une autre démarche. Ma fille travaille à Dorothy Yesharim en Israël. Et donc, lorsque un couple est déjà marié, parce que ce qu'on peut faire, c'est éviter ça. Un des systèmes, aujourd'hui en France, c'est difficile à faire, mais en Israël, c'est très courant, c'est qu'il y a un système, ça Dorothy Yesharim fait cela, c'est-à-dire que, sans dire aux gens ce dont ils sont porteurs, on prend tous les jeunes, les adolescents, on leur fait une prise de sang et on leur affecte un numéro. Et quand on détecte qu'ils sont porteurs d'une anomalie, c'est valable aussi au niveau des juifs sfaradiques, pour les maladies périodiques et tout ce genre de choses, ce sont aussi des maladies génétiques. Donc, il y a des numéros, et quand il y a deux personnes qui veulent se rencontrer, quand c'est des gens religieux, avant de se rencontrer, en général, on prend ces renseignements. Donc, parmi les renseignements qu'on fait, on appelle Dorothy Yesharim et on dit, est-ce que ce numéro est compatible avec ce numéro? S'il n'est pas compatible, ça veut dire que les deux sont porteurs de la même anomalie. Donc, ils n'ont pas intérêt à se marier ensemble. Ça veut dire que Dieu ne souhaite pas cette union. Et avec ce système-là, on a éradiqué Tay-Sachs aux États-Unis et en Israël, dans les milieux religieux en tout cas. Donc ça, c'est... Il y a des cas en France actuellement? Ça se fait tous les jours. De maladie Tay-Sachs, il y a eu, je connais moi-même quelqu'un qui a eu ça, qui n'avait pas fait. Donc le couple est porteur de cette maladie, donc ils ont perdu un enfant. Et donc aujourd'hui, quand ils ont eu des nouveaux enfants, j'ai pas demandé, mais je sais comment ils ont fait. Ils ont fait par un DPI. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, dans un cas où on est déjà dans le système a posteriori,
Alors, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Il n'est pas question de divorcer à cause de ça, mais il faut trouver des solutions. Donc la solution sera justement de faire une fécondation in vitro avec le sperme du mari, l'ovocyte de l'épouse. Bon, évidemment, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire et pas tellement agréable pour les parents. Mais une fois qu'on a ça, on cultive donc les embryons en éprouvette. Un embryon en éprouvette, pour nous, n'a pas de véritable valeur de vie. Donc on peut faire à ce moment-là, on peut faire un examen pour savoir s'il est porteur de la maladie ou pas. Et on ne réimplante que l'embryon sain. Et comme ça, on a résolu le problème. Ça, c'est des choses que la halakha admet, je ne dirais pas sans problème, mais elle l'admet avec les précautions d'usage. Par contre, lorsque c'est donc avec quelqu'un d'extérieur, vous avez compris que, en tout cas, selon l'école qui est la mienne, c'est quelque chose qui est réprouvé par la plupart des décisionnaires. Même dans le cas, maintenant revenons, alors j'en termine pratiquement, je reviens maintenant au cas donc, des inséminations homologues, in vivo et in vitro. Il y a une grande différence entre le in vivo et le in vitro que font les décisionnaires. Ils préfèrent de beaucoup le in vivo que le in vitro. Pourquoi ? Parce que plus on se rapproche de la nature, et mieux c'est. Dans le cas de in vivo, la seule chose que on n'a pas fait, c'est que l'insémination ne se fait pas directement par le donneur de sperme, mais par une laborantine qui va inséminer. Mais c'est tout. Au niveau de la mère, tout se passe depuis l'insémination jusqu'à la naissance de la manière tout à fait normale. Ce n'est pas le cas dans le cas in vitro. La conception se fait par une laborantine. Le papa et la maman, ils sont même pas là. Ils sont même pas dans le laboratoire. On a pris du sperme, on a pris un ovocyte, on les a mis dans une éprouvette. Et puis beaucoup plus tard, on va réimplanter après congélation et peut-être après plusieurs années, on va l'implanter dans l'utérus de la femme. C'est pas du tout naturel. Et donc la plupart des décisionnaires ils disent que dans un cas comme celui-là, par exemple, la mitzvah de Piria Verivia ne sera pas accomplie. Bon, c'est un moindre mal. Ce qu'on a gagné quand même, c'est que le couple va avoir un enfant ou plusieurs enfants. Donc ça vaut la peine. Mais il faut savoir qu'au niveau halachique, c'est pas quelque chose qui est tellement souhaité. Il y avait même des décisionnaires qui étaient contre. Mais finalement, la majorité a trouvé la solution pour permettre. Une seconde, évidemment, je vais bientôt terminer, et là j'ai bien compris que l'essentiel de l'intérêt de cette conférence, ça sera les questions et l'échange qui va suivre, bien entendu. Mais je voulais juste que vous me laissiez terminer. J'en ai plus pour longtemps. Je voulais juste dire un petit mot, d'ailleurs, Dr Bétache en avait parlé à la radio l'autre jour, en disant que l'obtention du sperme fait problème aussi, parce que quand on fait insémination ou bien que ce soit in vivo ou in vitro, on a besoin d'obtenir du sperme. L'obtention du sperme fait problème, parce que la masturbation, elle est interdite chez nous. Donc, il y a différentes techniques, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, et qui permettent malgré tout, dans ce cas très précis, de résoudre une stérilité, de trouver la solution, mais sachant que c'est pas évident. Et que si c'était pas pour résoudre le problème d'un couple, par exemple, si ce n'est pas pour résoudre, dans le cas d'un couple, là, d'accord, on peut comprendre qu'on a autorisé. Mais les gens, par exemple, qui font des dons de sperme, alors que c'est pas du tout pour eux, mais juste comme ça pour rendre service à la société, comme ça se fait en France, par exemple, ça serait complètement interdit. D'après la halakha, on n'aurait pas le droit de faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a même, j'ai vu une shvéla qui avait été adressée, je me permets encore cette petite incartade, digression, qui n'en est pas une tout à fait. Il y a un livre que je vous conseille pour les spécialistes qui est vraiment très très documenté, qui s'appelle Nishmat Avraham, de Rabbi Avraham Sofer Avraham, du docteur Avraham qui aujourd'hui un monsieur très âgé qui habite à Beit Vegan, mais qui était pendant très longtemps professeur en pédiatrie à Sharet Tzedek, et qui était à la fois un médecin et en même temps un rabbin. Donc il allait voir tous les gdolim, Rav Eliashiv et Rav Shlomo Zalman, Rav Neuwirth, pour leur demander quel était leur avis. Et donc il rapporte qu'il y a eu une fois une jeune fille qui est venue le voir,
et on lui dit, enfin, un collègue, un confrère, pardon, qui est venu et qui lui a ensuite posé la question. Voilà, c'était une jeune fille, elle était célibataire, mais elle se voyait devenir vieille et elle voulait tomber enceinte. Mais elle a dit, mais je prendrai toutes les précautions. On prendra le sperme d'un juif. On prendra, ça sera quelqu'un, on demandera à une institution de savoir qui c'est. Moi, je ne veux pas le savoir, mais on pourra le savoir de telle manière qu'on réglera les problèmes d'inceste éventuel ou ce genre de choses. Et donc il lui a demandé, est-ce que l'on peut faire ça ou pas? Donc il a dit non, c'est pas dans l'esprit. Et il a donné un certain nombre d'arguments. Et quand Shlomo Zalman, il a posé la question à Rav Shlomo Zalman, il a dit, tu as raison, les arguments que tu as donnés sont aussi valables. Il y en a un en plus, c'est que dans la mesure où cette personne, elle va bénéficier d'un don de sperme dont le sperme a été extrait dans des conditions qui ne sont pas conformes à la halakha, ça peut avoir des conséquences nocives sur l'enfant qui naîtra. Donc pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est délicat. En conclusion, les méthodes de procréation assistée sont loin de constituer pour le judaïsme les procédures banales telles qu'elles le sont aujourd'hui dans le monde médical et dans l'opinion publique. Et que le judaïsme, en refusant les fécondations qui font appel à un donneur, il limite singulièrement l'application de ces techniques. Mais cela me conduit à souligner une réalité qu'on perd souvent de vue. C'est que lorsqu'on fait appel à un donneur ou à une donneuse, en fait, on n'a pas résolu le problème de stérilité. On a simplement, de manière dissimulée, détournée, pour un des deux membres du couple, procédé à une adoption. Finalement, disons, le mari n'arrive pas à avoir d'enfant, donc on va prendre du sperme de quelqu'un d'autre. L'enfant qui va naître, ça n'a rien à voir avec lui. Il y a parfois il y a même des techniques où on dit, on prend le sperme du mari, mais on l'active. On l'active en mélangeant avec du sperme d'autrui. On se moque du monde, en vérité. On fait croire au père, qui peut peut-être être le père, on sait très bien que son sperme n'a aucune possibilité de féconder. On l'a activé, c'est-à-dire on l'a mélangé avec du sperme de quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui va être le père. Donc en fait, il n'est pas le père. On crée même un déséquilibre dans le couple. Parce que la mère, c'est la mère, mais le père, c'est pas le père. Si on est dans des conditions comme celle-là, autant adopter un enfant. Vous comprenez? Donc là, très souvent, du moment qu'on fait appel à un donneur ou à une donneuse, on n'est pas autre chose qu'une adoption déguisée. Et moi, je dis, c'est pas ça le rôle des médecins. Les médecins sont là pour soigner, pour guérir, pas pour trouver des subterfuges. Et donc, le souhait sur lequel je conclurai, c'est qu'effectivement, nous souhaitons que la médecine et la technique médicale fassent encore de progrès, mais le progrès consistera à soigner et à guérir la stérilité, à trouver la formule qui permettra au mari de féconder sa femme pour donner ensemble naissance à un enfant. Et j'ai vu aussi que Rav Wosner disait le verset de Bereshit qui dit à propos de Adam et Ève, Vedavak veishto vehayu le basar echad. Le basar echad, c'est l'enfant. Il faut qu'il n'y ait dans l'enfant que deux partenaires et pas trois. Et pour lui, c'était un issour de raïta, c'est un peu excessif pour lui, mais pour lui, c'était un issour de raïta de faire appel à une troisième personne. Voilà, me semble-t-il, avoir donné une vision d'ensemble de cette question de la PMA selon la loi juive. Et je suis... Bon, ben, on va ouvrir le débat. Moi aussi, je voulais vous remercier parce que si le rabbin sultan m'avait donné des documents, Terumil, etc., c'est vous qui m'avez indiqué Nishmat Avraham. Et on a travaillé beaucoup dessus. Beaucoup, pendant plus de 3 ans. Shabbat après Shabbat. En tous les cas, ce que vous avez apporté de concret, c'est que lorsque un couple a un problème de procréation et que des solutions se trouvent à l'intérieur du couple, alors on n'a aucun problème. Voilà.
seul problème, c'est la manière de récupérer, de récolter. Voilà. Et c'est ce problème qui fait qu'il y a des contradicteurs, des oppositions très frontales à ce genre de situation lorsque la médecine permet à l'intérieur du couple. Alors, si quelqu'un veut se prononcer sur le plan de la permission de récolter la semence lorsque la fécondation et l'implantation se font dans le couple. Je lui passe le... Moi, j'ai juste une question qui n'est pas dans ce sens. On m'a raconté l'histoire. Non, mais qui a rapport avec la procréation. On m'a raconté l'histoire d'une juive qui avait beaucoup d'enfants et qui était fille de déportés, qui était sauvée par une famille goy, et que la fille de cette famille goy ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a supplié cette juive d'être la mère porteuse. C'est une histoire qu'on m'a racontée vraie, probablement vraie. Alors, et ensuite, l'enfant est reparti chez ses goy. Est-ce que cet enfant était juif ou pas? Si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure... Non, mais c'était la mère juive qui avait porté avec l'ovocyte de la mère goy. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y a l'ovocyte qui est donné par une maman et une autre maman qui est porteuse, quand on cherche des preuves, on trouve des preuves dans les deux sens, et qu'il n'y a pas moyen de trancher dans le doute, et que par conséquent, on doit appliquer la règle de la sévérité. Alors là, dans votre cas, vous, apparemment... Pas mon cas. Dans le cas que vous rapportez, dans le cas que vous avez rapporté, cet enfant était destiné à devenir, à être accueilli par une famille non juive. Oui. Donc elle ne va pas se poser la question de savoir si l'enfant est juif ou pas juif. Non, mais c'est grave parce que l'enfant est juif puisqu'il a été porté. Oui, alors elle aurait pas. Si la question a priori avait été posée, on aurait dit, écoutez, il vaut mieux pas que vous le fassiez vous, malgré toute la reconnaissance que vous avez, parce que il y a 50% de chance à l'Afrique que l'enfant qui va naître, il va être juif, et voilà que ce juif, il va grandir dans une maison non juive, et donc ne va pas accomplir les mitzvot. Ah oui, c'est ça ma question. Donc c'est un problème. Donc il aurait mieux valu qu'elle trouve... Vous imaginez la situation? Oui, évidemment, la situation est difficile. Le Rav Ariel. Oui, on comprend tout à fait la détresse. Effectivement, on a vu beaucoup de cas des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons médicales ou autres. Et donc, on comprend très bien leur détresse et leur... Mais le problème se pose, simplement. Dans les problèmes d'abord de Hashatat Zera, quelque chose qui est évident. Quand on regarde bien dans le texte, le Zera va très très loin dans ce domaine, jusqu'à prétendre que c'est la seule avéra sur laquelle on ne peut pas avoir de tchouva. Donc nous avons de ce côté-là, le Zohar le dit clairement, on ne peut pas avoir. Les Khamim essaient de contourner ce Zohar, mais il reste quand même être un interdit grave. Très grave. Donc c'est quelque chose de très grave. Et le fait qu'on puisse réussir ce genre d'expérience, c'est toujours donné à un pourcentage. Il y a beaucoup de cas où ça ne peut pas marcher. Et quelque part, on ne réussit pas, ou même si on réussit, ce serait dans des conditions très particulières. Pourquoi on n'appliquerait pas le principe tout simple? Ça fait que monsieur Midevadaï. Alors vous voulez que je rentre dans le problème de l'obtention du sperme, donc avec plaisir. Il y a différentes possibilités. La meilleure, sur le plan halachique, qui ne pose aucun problème et qui est admise par tous les décisionnaires, c'est de récupérer le sperme à travers un rapport normal entre l'époux et son épouse, qui simplement, l'époux portera alors pas un préservatif, parce qu'un préservatif d'abord, ça va. Si le préservatif il contient un spermicide qui va tuer le sperme, donc on n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit un condom stérile, mais pour la halakha, qui soit perforé. Et comme il est perforé, les poskim disent que ça ne s'appelle pas le vatala, puisque c'est fait que derrière kolahari. Sauf que nous avions une Pardon. conférence. C'est la femme qui porte le préservatif. Ça donne un problème. Non, c'est pas. Oui, ça ne change rien. Ça ne change rien. Nous avions entendu une conférence du docteur Kulski qui est très pointu dans la matière et qui a dit clairement que dans ce domaine-là, ce système est des plus
Oui, les médecins l'aiment pas. qui n'arrive pas, qui n'y c'est arrive ça. pas carrément. Ouais, d'accord. Il Mais, dit c'est mais- quelque mais chose je qui le est cite carrément- quand même. D'accord, ça c'est le Je l'ai médecin qui entendu, parle. ça bouge. Hein. C'est le médecin qui parle, mais le rabbin, il parle autrement. Le rabbin, il doit quand même mentionner l'existence théorique de cela, Dans ce cas-là, parce que si jamais un médecin arrive à trouver la solution, c'est l'idéal pour nous. Donc il faut quand même pour mémoire le signaler. Non. Maintenant, l'autre solution, c'est le coït interruptus. Le coït interruptus est aussi autorisé dans des cas comme celui-là. Sachant que, c'est-à-dire, c'est la relation, il y a une relation qui se fait, une relation normale conjugale, mais simplement au moment de l'éjaculation, au lieu d'éjaculer dans le corps de l'épouse, on le fait dans le oui, ça pose un problème à le récipient qui a été donné par le laboratoire pour arriver à cela. Et sachant aussi que dans la mesure où c'est fait dans une On dirait que c'est pas les Vatala. voilà, c'est ça. Beaucoup de poskim m'ont dit, à partir du moment où c'est fait, il y a beaucoup de... ils en ont parlé très énormément, les discuté. décisions des réseaux. De toute façon, on parle de gens qui sont stériles. Alors peut-être même, d'après certains, quelqu'un qui est stérile, il a bichlal, pas le issour. Puisque... Et même si on dit qu'il avait le issour, mais là, il le fait pas, le vatala, puisque au contraire, il fait ça pour avoir... Et ça donner une chance de... Le bras, je crois. Voilà. C'est le point. Je me rappelle plus les décisions. Bon, mais on reste quand même sur la DA très claire du Stapler qu'il a exprimé à plusieurs reprises, pas une seule fois, sur plusieurs couples. Tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est vrai, c'est très douloureux, c'est tout ce que tu veux, mais Akash Baruch t'a donné des moyens, et c'est ces moyens que tu dois utiliser. Si tu en utilises d'autres, tu sors dans le guédard de ce cas que Baruch t'a donné, qui a dit qu'il faut absolument avoir une dizaine d'enfants ou plusieurs enfants, mais passer par des moyens qui sont détournés que celles que la Torah a préconisées depuis son existence. Et ça, c'est sa position claire, où il a, dans tous les cas, jamais autorisé qu'on puisse faire ce genre de... Il n'y a pas de mitzvah de Peder Beria, ça se discute, puisque très, très clairement, c'est pas du tout clair. On ne peut pas dire que c'est maman son enfant ou pas, et qu'il a été mais quand même par cela la mitzvah de la Torah. Si tu sors du guédard de la mitzvah, pourquoi aller chercher des choses qui sont en dehors de mettre le cadre quand elle vous l'a prévu? C'est une approche. C'était la position claire du Stapler qu'on a entendue. Ok. S'il vous plaît, il y a des laboratoires de recherche aux États-Unis, en Israël aussi, qui ont suggéré chez l'enfant qui allait recevoir une chimiothérapie sévère, chez la fille aussi, de prélever chez le garçon du tissu testiculaire, de le mettre en culture. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut, en laboratoire en tout cas, ça a été fait, on a abouti chez les animaux, on a abouti à faire maturer le spermatozoïde qui était pris sur le tissu testiculaire, et ça a donné un spermatozoïde vivant capable de féconder. Alors c'est ma première question, quelle serait la position à ce moment-là où il n'y aurait pas eu Shritat Zara, il serait pris du tissu testiculaire et on l'injecterait à sa future épouse quand ce jeune garçon guérira de sa maladie pour laquelle il a reçu la chimiothérapie. La deuxième question qui se fait aussi, c'est très moderne, c'est la capacité maintenant de prendre l'ovule d'une donneuse, de retirer le noyau de la donneuse et de mettre dans l'ovule de la donneuse le noyau de la mère, de la femme qui allait le recevoir. Est-ce que dans cette situation, on quitte la problématique? Mais c'est un noyau somatique? C'est un noyau somatique. Chez l'animal, c'est fait. Chez l'homme, on est... Ah ben ça, c'est un clonage déjà que vous faites. C'est prêt, oui, parce que on prend, c'est un noyau somatique d'une cellule musculaire et on peut le mettre et il est travaillé et il peut complètement se permettre de donner plus tard un embryon. Oui, mais là, il y a le problème du clonage. Voilà, alors dans les deux cas, ça c'est vraiment les problèmes modernes qui se posent aujourd'hui dans les laboratoires de recherche. Ouais. Et... Vous savez qu'il y a un moratoire qui a été donné sur le clonage. Pas thérapeutique, le clonage thérapeutique est autorisé, mais pas le... Chez l'animal, ça a été fait, ça a été réussi. Oui, chez l'animal, ça ne dérange pas, mais chez l'humain, il y a eu un moratoire qui a été...
Et alors pour la première question, donc, Alors, la question, ce que je ne maîtrise pas, c'est la manière dont on procède à ce que vous avez dit, le tissu testiculaire. Est-ce que ça rend stérile l'enfant? Pas du tout, c'est une biopsie. C'est simplement. Il faut vérifier que ça ne le rend pas Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob, il y a certaines mutilations qui sont faites sur les organes génitaux qui vont ensuite interdire à cet enfant, une fois adulte, de se marier. Donc je ne peux pas parler comme je ne connais pas la réalité. Oui, bien sûr. Mais si ces problèmes-là sont évacués et qu'on a effectivement un spermatozoïde et que ce monsieur est marié, il n'y a plus aucun problème puisque c'est devenu une insémination homologue et vous avez bien compris On ne lui prend pas l'ensemble du testicule, on prend juste une petite... Oui, mais moi je ne sais pas quel est sur le plan réel. Le plan... Une question technique après les questions de Halakha. Ça rejoint un peu ce que le monsieur disait. J'avais entendu que par exemple pour les personnes handicapées, qui n'ont pas la capacité de se masturber, justement, il y avait des techniques d'extraction des spermatozoïdes sans érection, etc. Ça, on peut pas le... C'est pas, pas pratiqué pour les juifs pratiquants. Si, ça c'est possible. C'est justement, moi ce que je connais, l'application plus courante que ce que vous dites, c'est il y a des personnes qui ont très peu de spermatozoïdes. On appelle ça azoospermie. Ils ont très peu, mais il y en a qu'encore 1 ou 2 ou 3. On peut aller les chercher. On sait aujourd'hui, c'est une préparation un peu compliquée, mais on sait aller les chercher, récupérer un spermatozoïde sain, et ensuite on l'utilise pour féconder en éprouvette l'ovocyte de l'épouse. Ça pose pas de problème. C'est encore mieux que le... Oui, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas l'obtention du... Il n'y a pas de problème d'obtention du... Oui, là c'est sûr. Une question au niveau à trois petites questions juste. Par rapport à ce que vous disiez que dans Bab et Ambatia, il n'y a pas de mamzerut. Mais Rabbi Perez dit quand même qu'il y a un yichus. Il y a un yichus, mais pas mamzerut. Comment vous comprenez ça? C'est très simple. Le... C'est très simple. L'affiliation, c'est génétique. Donc à partir du moment où ça vient de... c'est le XY de ce monsieur qui l'a récupéré, c'est donc son père. Mais la mamzerut, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a commis une transgression, l'enfant issu de cette transgression a le statut de mamzer. Mais il n'y a pas une transgression ici. Shogeg, il y a un mamzer. Oui, Shogeg Mézid. Mais il y a eu une transgression. C'est parce que Shogeg, c'est pas une transgression. Mais là, il n'y a eu aucune transgression, puisque ça s'est fait sans relation sexuelle. La transgression, elle est dans Gilou Yarayot. Elle est dans un acte sexuel. Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de mamzer. Mais l'idée que la filiation, elle est purement biologique, elle est reconnue, ça c'est absolument. Oui, oui, tout à fait. Chez nous, la filiation, elle est biologique. Parce que, par exemple, on peut dire dans certains cas que chez un non-juif, il n'y a pas forcément toujours... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chez les non-juifs aussi, il y a la seule chose qui se pose, la question qui se pose, c'est le patriarcat ou le matriarcat. C'est ça. Mais ça, c'est vrai que je vienne pour une nouvelle conférence. Juste une dernière question, justement. Par rapport à la question de quand il y a une donneuse, vous disiez qu'on peut appliquer la même chose que par rapport au donneur. Il y a quand même deux différences. C'est que la donneuse, d'abord, une possibilité que la filiation soit par rapport à la porteuse. Non, puisqu'on a dit dans le doute. C'est une possibilité en tout cas. Oui, mais on l'a pas dit. C'est moins problématique de faire rentrer une troisième personne lorsqu'il s'agit du... Pourquoi c'est moins problématique? Il n'y a pas de problème d'adultère, quoi. Et pourquoi pas? Quand il y a deux... Ça pourrait être. Imaginez soit que la mère porteuse, elle est mariée, soit que l'ovule, la donneuse de l'ovule, elle est mariée. Il y a un problème. Si la donneuse n'est pas mariée, disons. Oui, mais elle peut l'être aussi. Quand elle n'est pas mariée, c'est comme de l'insémination dans une femme célibataire. D'accord. C'est la même chose. Oui. Est-ce que, donc, en cas de chiv, il n'y a pas de mitzvah de Périvérivia, mais qu'en est-il de la filiation? Voilà, la filiation, elle est, on vient de le dire, elle est parfaite. C'est juste la mitzvah, c'est juste la mitzvah, un peu comme on l'a dit que pour la mamzerout, il faut qu'il y ait une relation sexuelle, alors ils disent aussi qu'il faut qu'il y ait une procédure naturelle. Alors déjà dans l'insémination artificielle, comme l'a dit le Rav Moyel tout à l'heure, il y en a qui disent non, il n'y a même pas de mitzvah même dans ce cas-là. Et là, il y en a beaucoup qui disent si, quand même. Parce que une fois que le sperme est rentré dans le corps de l'épouse, donc ça devient que derrière col arrête, donc ça va. Mais là,
Là, lorsque la fécondation elle se fait dans une éprouvette, c'est pas ça que la Torah elle a dit pour vous. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à admettre. Mais la filiation, elle est reconnue, ouais, ça c'est sûr. Et ça, c'était que la filiation soit reconnue. On l'avait, enfin, l'origine, c'était cet enseignement de Rabbeinu Peretz que j'avais cité. Il n'y a pas de débat. Pour avoir lu, c'est quand même discuté aussi. Même la filiation peut être. Peut-être, mais c'est majoritairement admis. Ouais. À propos des tissus testiculaires et ovariens que Dr Malka a évoqués, en réalité, ce sont souvent des enfants qui sont malades, qui ont un cancer, oui, et dont le traitement risque de léser fondamentalement leur organe reproducteur. oui. Et donc, l'idée qui a été émise, c'est de lui prélever son propre tissu, de le mettre à l'abri de tout le rayonnement qu'on va faire subir, et lorsqu'il sera guéri, on pourra lui réinjecter ce tissu, et ensuite il aura des rapports normaux, et il pourra, et oui, ils vont jusque-là, jusqu'à... ils ont fait des expériences, et il finit par avoir des rapports normaux. Et ça, c'est valable aussi bien pour la fille que pour le garçon. Très bien. Des filles aussi qui sont... Donc, est-ce qu'il y a Krut Shofra là-dedans? Je peux pas dire, il faut que je... Il retrouve... A priori, puisqu'il retrouve la possibilité, voilà. mais vous dites, des fois, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est pas certain? Il peut arriver même à... Ce sont des méthodes hyper modernes, et on n'a pas encore suffisamment le de recul. Voilà. Mais déjà le fait qu'on y arrive, c'est déjà un signe très favorable. Voilà. Il y a des questions? Merci pour votre présentation. J'avais juste une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était plus simple d'adopter. Sauf que pour les adoptions, plus... anarchiquement parlant en tout cas, quand il fallait faire appel éventuellement à un donneur externe, qu'il était plus simple d'adopter. Mais le problème de la paternité, enfin les enfants adoptés ne connaissent pas forcément leurs parents, et à ce moment-là, il y a aussi un risque d'inceste. Leurs parents biologiques. Ça dépend. Il y a toutes sortes de cas non, il y a des enfants. Disons qu'il y a des adoptions de cas de figure où on connaît les parents, mais quand les enfants et que personne ne connaît les parents, à ce moment-là, il y a un risque que cet enfant adopté aussi soit... Oui, mais là vous avez raison. Mais la halakha, dans ces cas-là, ne permet pas, effectivement. Donc, c'est-à-dire que quand on adopte un enfant, il faut prendre des précautions. Bon, il y a des précautions à prendre, parce que sinon, il y a ce qu'on appelle le assoufi. Le assoufi, c'est un statut d'un enfant qui a été trouvé. Il n'a pas le droit de se marier, justement parce qu'on craint qu'il soit mamzer, par exemple. Mais il y a des moyens de solutionner ce genre de problème. Et vous avez raison de souligner que quand on se lance dans une adoption, il faut faire attention. S'il se marie avec une non-juive, il pourrait en principe. Le mamzer. Oui. Il n'a pas le droit. Non, pas le mamzer. L'enfant de parents non qu'on ne connaît pas, se marie avec une non. Mais c'est interdit. C'est interdit pour un juif. Ou bien qui va se convertir, peu importe. Qui est un enfant qui va se convertir, quelqu'un d'autre qui va se convertir, les mêmes règles ne s'appliquent pas. Il n'y aura pas les règles C'est-à-dire, si la personne... C'est quoi le cas de figure? Le cas de figure, c'est qu'un enfant... Vous parlez d'un mamzer ou vous parlez d'un enfant... Un enfant dont on sait qu'il est juif, oui, mais on ne connaît pas le père. On ne connaît pas le père. Oui, mais alors vous dites, mais il va se marier avec un non-juif. Mais peut-être que le père... Mais peut-être que le père de cette convertie, c'est justement celui qui a donné le sperme. Non, l'enfant s'est converti, pas le père, pas les parents de l'enfant. Oui, mais l'enfant. Mais l'enfant, il a son père biologique. Et ça reste quand même son père biologique. Quand il s'est converti, il y a quelque chose oui, oui, mais il y a la xéra. La xéra des shniyot. Même dans la soufie, on va dire la xéra. Non, mais l'enfant qui s'est converti n'a plus ses parents biologiques ne sont plus ses parents. Oui, on dit que Tinok chez Nolad Dami. Mais de Rabbanan, il reste un Issour quand même. Alors peut-être qu'effectivement... Ça fait de Rabbanan la Kula. Peut-être. Effectivement. C'est un problème pour la Keuna. À quelle époque? Il n'a pas compris la Keuna. À quelle époque? Pour le cachot de la Keuna,
dont on ne connaît pas le père, enfin, le consistoire est très clair là-dessus, il ne permet pas un mariage avec une Bat Cohen ou l'inverse. Non, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez dit. Vous parlez, de quoi vous parlez? Un monsieur, un enfant né de père. Dont on ne connaît pas le père. On ne connaît pas le père. Et donc le père est. Donc on peut tout imaginer qui est le père. Ouais. Et pour la Keuna, à la une Bat Cohen. Une Bat Cohen, on n'autorise pas de rentrer dans le. Une Bat Cohen, il n'y en a aucun. Est mort et la Kohanim Bene Aaron, Velo Benot Aaron. Il n'y a aucune halakha particulière sur les filles de Kohen. Pour la Keuna, on fait attention d'être chômeur, que ce soit quelque chose qui ne soit pas un soufi ou autre chose. Pas une Bat Cohen, je ne comprends pas, non. Pour une Bat Cohen, il n'y a pas de problème. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse, c'est autre chose. Dans le sens inverse, c'est autre chose parce que un Cohen ne peut pas épouser une jeune fille dont le papa n'est pas juif. Alors, si le papa, on ne connaît pas le papa et on est en France, il y a 90% de chances qu'il n'est pas juif. Donc, là, vous avez raison. Pas seulement de pas juif, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Ouais, ça c'est encore autre chose. Mais, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec notre problème de PMA. Vous demandez, si j'ai bien compris, en fait, il n'y a aucun cas où le judaïsme va accepter de conseiller une gestation en fait pour autrui. C'est-à-dire imaginons qu'on a un couple juif dont les gamètes sont capables de créer un œuf et dont la femme en fait n'arrive pas à garder l'œuf pour X raison. Voilà. On va jamais leur conseiller une gestation pour autrui. C'est la vie de Rav Eliashiv, de Rav Osner et de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous pourrez trouver d'autres rabbinim qui diront peut-être autrement. Mais si c'est la sœur de la Et s'ils le font, il sera considéré comme leur enfant, du coup, puisque biologiquement, c'est... S'ils le font, comme je l'ai dit, on niveau dira de la filiation pour tout. On dira ça sera un safek, et on considérera qu'il aura à la fois la filiation avec l'une et la filiation avec l'autre. Et je disais ça parce qu'on a dit que si le patrimoine génétique il vient des parents, a priori, c'est ceux qu'on considère comme les parents. J'ai bien compris que sur la halakha, il fallait une... La halakha, on a dit que c'est douteux. Ou bien c'est le patrimoine génétique, ou bien c'est la mère porteuse. Même pour la filiation. Oui, que pour la filiation. Maternelle, parce que le père, vous avez dit, c'est uniquement biologique. Là aussi, c'est biologique. Oui, non, les deux, c'est biologique. Oui, Voilà, s'il n'y a plus de questions, vous êtes invité à une collation offerte par l'oratoire Rachi. Et merci, monsieur Ravi.